Et ben, salut tout le monde, on se retrouve dans une autre partie pour voir cette fois-ci, comme on a dit, la segmentation. Segmentation qu'on va voir ici. Tchouk. Voilà, c'est mieux. Alors, déjà, c'est quoi la segmentation? Eh bien, c'est le passage... Hop, on va les faire en dessous de segmentation. C'est le passage du stade Morula à Blastula. On va s'expliquer. C'est-à-dire que, en fait, notre œuf... Ouais, c'est la première phase après la fécondation. Notre œuf, il est comme ça. Tchouk, un œuf. Il a été fécondé. Il va devenir 2 blastomères. Hop et hop. Il va après devenir hop, plein de cellules, Je l'ai fait mal, mais imaginons que c'est plein de petits ronds. Et ça ressemble effectivement à une mûre. Faut avoir les yeux pas trop en face des trous pour voir une mûre, mais bref, c'est une mûre. Et Blastula, mais alors là, c'est qu'on a plein de petits ronds. Blastula, dans lequel, si on coupe comme un saucisson, comme ça, dans le plan, oh, pas si mal le plan, on a une cavité qui s'appelle le blastocèle. Voilà, une petite cavité. Alors la segmentation, c'est des divisions mitotiques, comme on vient de le dire, successives et multiples, dans lesquelles il n'y a pas de croissance et pas d'augmentation de volume. Mais c'est vraiment... C'est-à-dire que la taille d'ici, c'est la même taille qu'ici, c'est la même taille qu'ici. V1 égale à V2 égale à V3. Pas de chichi. Ce qui augmente, c'est le nombre de cellules. That's all, bébé. Donc les divisions, elles sont synchrones. Ça, c'est aussi très important. Elles sont synchrones et dans tout ça, il n'y a qu'un seul cytoplasme. Il n'y a pas de nouvelle matière, en fait. Voilà. La division cellulaire, c'est à la fois de la cariocinèse, Cariocinèse. Cinèse, c'est couper un peu, hop, des ciseaux. Cario, noyau tout à l'heure, on l'a fait en violet. Hop. Donc ça, c'est des divisions mitotiques du noyau. Hop, pardon. On a la formation d'un fuseau mitotique, de microtubules, de tubulines. Et... Qu'est-ce que j'ai écrit? Excusez-moi, j'arrive pas à me relire. Ah ouais, on a la drogue qui s'appelle la nocodazole. Attendez, je vais vérifier ce que je dis là. Nocodazole. Qui serait théoriquement une drogue qui empêche la polymérisation des microtubules. Est-ce que c'est ça? Nacodazole est une substance qui est capable de provoquer indirectement la dépolymérisation des microtubules en fiction sur l'arginine de la bêta-tubuline. Ok, c'est ça. Ok, parfait. Et on a aussi ce qui s'appelle la cytocinèse. Cyto, c'est pour cytoplasme, voilà. Ah, encore mon stylo qui s'est déconnecté. Mais la musique elle est partie. Je vous ai mis une nouvelle ambiance par rapport à tout à l'heure, vous avez bien aimé? Elle est là. Cyto. Ah, c'est quand j'écris avec mon bracelet, excusez-moi.
Voilà. Et ça, c'est la division de la cellule qui est entière, voilà, grâce à un anneau contractile, des microfilaments d'actine, et ce qui est l'analogue de la nocodazole. D'ailleurs, on va se l'écrire, nocodazole, ça peut être utile hein, dans un petit QCM par exemple. Nocodazole. L'analogue pour la cytokinèse, c'est la cytocalasine. Je pense que ça se dit cytocalasine et pas cytochalasine. Bon, bêta, mais... qui empêche la formation des microfilaments d'actine et donc les divisions cellulaires. Voilà. Ok. On va se faire un petit rappel. Sur le cycle cellulaire. Important à savoir et à avoir en tête à ce moment-là du cours. J'aurais bien aimé faire un trait droit. Et ben un cycle cellulaire, on commence à 2N. On se le fait en vitesse. Hein. Attendez, que je fasse un truc un peu droit. Pas trop mal. Purée, pas si mal. Franchement, moi je me trouve pas si mal. C'est le plus important. G1, S, G2, mitose, bien connu. On connaît ça depuis le lycée quand même. Et là on est passé à 4N bien sûr. Voilà, à avoir en tête, parce que type de cycle cellulaire et transition. Ah ouais. En fait, il faut savoir que pour le stade de une cellule jusqu'à la gastrula, on peut le représenter comme ça. Oh, pardon. Comme ça. Ça, vous allez voir si je vais mettre en ordonnée. Mais en abscisse, c'est une cellule. Et ici, c'est une gastrula. Pour passer de une cellule à gastrula, on passe par la blastula, on le sait, on l'a dit. Et ce qu'on va étudier en ordonnée, ça va être la quantité d'ARN. On a ce qui s'appelle ici la phase MBT. Quand la quantité d'ARN a diminué, puis à l'activation du génome zygotique, je sais pas écrire. Wow. Je sais pas comment j'ai fait ça. On a la courbe qui repart quoi. Comme en 40. Bam. Dans cette phase-là, on appelle ça la phase pré-MBT, ça porte assez bien son nom. On a une expression maternelle. La chromatine est très condensée. Et qu'est-ce que je veux dire ? Le cycle cellulaire devient biphasique. On a beaucoup plus de phases S et M que G et G2. Donc cycle égale S plus M plus plus. Il y a encore les phases G, mais elles sont vraiment réduites, alors que la phase post-MBT, on a une expression qui est cette fois-ci zygotique. On se remet en tête ce que ça veut dire une expression zygotique. Zygotique, ça dépend du
de l'embryon. Je vais chercher quand même sur internet une bonne définition à vous donner. Relatif au zygote, cellule initiale de l'être vivant, œuf fécondé. Voilà. Donc voilà, maintenant on parle plus d'œuf fécondé. Et voilà, notre cycle cellulaire, il devient à 4 phases. Genre, hashtag logique. Je sais pas écrire. Voilà. Maintenant, on va se faire un petit récap sur les différents types. Enfin, la classification des ovules. Comment on classe les ovules? Pour ça, hop hop hop, je reviens un petit peu en arrière. Voilà. On va les... Ah oui, c'est vrai. On va les classer selon leur quantité de vitellus. On a les œufs A, les cytes, qui veut dire 100. Donc, l'ovule est assez petit, voilà. L'ovule est assez petit. On a les hétérolécytes. Où on a, hop, attendez, je me suis perdue. Ça c'est bien vitellus. Attendez. Ouais, ok. Ok, ouais. Donc hétérolécyte. Hétéro qui veut dire différent. Voilà. On a ectolécyte. Ecto, ça veut dire extérieur. Donc le vitellus. Donc là, le vitellus, il était là. Ectolécyte, on peut assez vite comprendre que ectolécyte, le vitellus va être ici. On a oligolécyte. On a juste un peu. Et B. On a un peu de vitellus. L'ovule est encore une fois assez petit. Donc on va le faire plus petit. On a le centrolécyte, qui est l'inverse de l'ectolécyte en quelque sorte. Centrolécyte. C'est le cas des insectes par exemple, si on veut... Voilà, j'ai fait le vitellus enfoncé. Hein. On va faire ça, hop, vitellus enfoncé. Petit donut, trop mignon. Et on a le télolécyte. Télo, ça veut dire extrémité. Mais en fait, par extrémité, on entend que, hop... Bon, là, pour le coup, il y a un blastoderme. Bon, on va pas en parler, mais voilà. C'est-à-dire que, hop... Ça, c'est du vitellus. Réserve vitelline. On en a encore par là. Et on en a encore par là. Et ainsi de suite, quoi. Voilà pour les différents types d'ovules, pardon. Toujours intéressant de savoir classifier les ovules. Ça nous sert pas forcément tous les jours au quotidien, mais... Purée, j'arrive pas à faire un câlin. Mais c'est quand même sympa, on prend. Voilà, voilà. Donc maintenant, hop. On retourne ici.
Tac, tac, tac. Ah ouais, le vitellus, ce qui est important, c'est qu'il inhibe les divisions. Si on doit retenir un truc sur le vitellus... Voilà, donc en fait, sa quantité et sa distribution, ça va influencer les divisions, en fait, les positions des divisions. On a deux types de segmentation. Méroblastique ou partiel. Ou, trop moche, excusez-moi. Encore plus moche. Allez, on remplit. Ce sera peut-être un peu moins moche si on remplit. Hop. Holoblastique. Oui, on va traiter la méroblastique en premier. On a plus de vitellus. Plus vitellus. Dans cette segmentation méroblastique, on peut avoir une méroblastique superficielle, ce qui est le cas de la drosophile par exemple, pour ne pas la citer. Oh, elle est trop mignonne. Hop, attendez, il faut juste que je vérifie un petit truc. Ah ouais, ça produit un syncytium, voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai besoin d'une image, je crois. Ok, oui, voilà. Méroblastique, c'est qu'on va passer... Et superficielle en l'occurrence, c'est qu'on va passer d'un truc un peu comme ça, avec des cellules. Donc d'une blastula comme ça, à une blastula comme ça, avec des cellules un peu partout. Tchac, 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 tchac. Voilà. En fait, ça, faut se souvenir d'un cours qu'on avait déjà vu. Donc je vais pas rentrer dans les détails là, mais on passe de syncytium à blastoderme syncytial, à blastoderme cellulaire. Voilà. Et après, on a la méroblastique discoïdale. Il faut encore une fois que je regarde un truc discoïdal. Franchement, les deux sont étroitement liés, mais ça, c'est le cas du poulet. Ou du poisson. Hop, on va prendre l'exemple du poisson, plus facile à destiner. Ça concerne la zone du cytoplasme qui entoure le pôle animal. Donc la segmentation méroblastique discoïdale se fait
au niveau de la zone du cytoplasme qui entoure le pôle animal. Hop. C'est des divisions ici irrégulières. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que c'est un peu anarchique, quoi. Voilà pour la segmentation neuroblastique. Et après, on a aussi la segmentation holoblastique, dans laquelle on n'a pas trop de vitellus. Pourquoi je peux pas écrire ? Ça va être le cas de l'oursin. On dirait juste un soleil. Ou de la souris. J'ai pas du tout dessiné les souris. Hop, une souris, magnifique. On va se faire un... Ouais. Non, on se fera un peu le rappel après. Donc il y a la segmentation holoblastique radiaire. Dans lequel, en fait, le plan de coupe, entre guillemets, se fait toujours comme ça. Donc ça veut dire qu'on a ça qui va devenir... C'est vraiment pas facile à faire, mais hop. Comme ça, on a coupé. Donc là, il est coupé. Et après, on recoupe. Tchouk, 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 tchouk. Donc ça nous donne un truc un peu comme ça. 4 cellules. Et après, c'est recoupé là pour faire les micromères et macromères. Mais ça, voilà. Voilà. C'est le cas par exemple de la blastula qui va devenir le blastocèle. Enfin en fait ça va créer le blastocèle quoi. Enfin non là je m'égare. Oups. Et on a la segmentation holoblastique rotationnelle. Là, la radiaire, c'était pour l'oursin d'ailleurs. Et là, on est dans le cas de la souris. Elle a des grosses oreilles, ma souris. Et alors là, c'est plus compliqué à expliquer sans voir de dessin, mais je vais essayer. En gros, on a notre premier truc. La première coupe se fait comme ça. Ce qui nous donne un truc comme ça comme avant. La deuxième coupe se fait à la fois hyper dur, comme ça, mais aussi sur le côté dans la hauteur en fait. Donc, si je le fais en 3D, ça va nous donner un truc comme ça. Et un truc comme ça. Comme ça. En gros, premier plan, comme ça. Et deuxième plan est comme ça. Donc hop. Oula, trop moche. Et comme ça, genre. Je pense que ça va, c'est assez clair. Donc la 2, elle est en même temps comme ça. Et comme ça, en fait, voilà, ça rotate. Ce qui va, voilà, créer un truc... un blastocèle, en l'occurrence, par exemple. Voilà.
La segmentation holoblastique, elle marche pour les œufs hétérolécites, oligolécites et alécites. Voilà. Pour être bien clair. Alors après, qu'est-ce qui se passe ? Une fois, en fait, la fin de la segmentation, c'est assez simple. Pour ça, il faut que je représente un oviducte. On va se placer du coup... Bon, ça va être le début de l'utérus. Tchouk, tchouk, tchouk. Ovaire. Un peu mal fait, mais on t'y attarde pas trop. Tic, tic, comment je peux faire ça ? Ouais. Purée, je l'ai trop mal fait. Bon, c'est pas grave. Voilà. De toute façon, ça, c'est pas ce qui est très intéressant. Ovaire. Voilà. On est dans le détail ici. Tchouk, tchouk, tchouk. Ok. Donc voilà notre... pour rappel, notre utérus. Ovaire. Mince. Trompe de Fallope. Je sais jamais s'il y a 2 ailes à Fallope, on va dire que oui. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, déjà, ce qu'il faut se rappeler, c'est que notre petit spermatozoïde, hop, il est allé jusque-là, le coquinou, là. Pour aller à l'ovule. Où il y a eu ici ovulation. Donc là, c'est la première étape, hop, ovulation. Après, là, il y a fécondation. On commence à remonter. Pourquoi j'ai écrit trompe de Fallope ? C'est pas... Si, c'est la trompe de Fallope, là. Mais ici, oviducte. Au début, j'ai dit oviducte en plus. Trompe de Fallope. Ok. La trompe regroupe l'oviducte. Oviducte. Je suis fatiguée. Oviducte. Bon, les deux, ils sont un peu... J'ai pas la réponse, je ne trouve juste pas la réponse. Là, je demande à un oviducte, on me dit qu'on monte la trompe de Fallope. C'est fou, ça. Bon, franchement, les deux, c'est à peu près similaire, bref.
Je vais retenir oviduct parce que là je vois quand même écrit noir sur blanc oviduct. Donc là il y a la fécondation comme on a dit. Après, ça remonte. Tchouk tchouk tchouk. Là il y a formation de la zone pellucide. Tac tac tac, là on est à peu près à 24 heures. Ça remonte. Là ça segmente. Tchouk tchouk tchouk. 4 cellules. Là c'est au bout de 4 jours. Phase MBT. Là on est au stade de 10 cellules. Je ne vais pas les faire parce que ce serait trop long, mais voilà, il y a beaucoup de cellules. Et forcément on arrive au stade morula. Une petite mûre. Je vais essayer de la faire un peu en forme de mûre. Pas trop comment faire, voilà. Et hop, sortie de la zone pellucide. Ah ouais. Au bout de 7 jours. Ah, pardon. Petit bug. 7 jours. Et là, bah, il y a création de la cavité en fait. Et après, hop, ça va s'ouvrir un peu. Et après, ça va devenir notre petit baby. Mais ça, on se spoil. Donc, à la fin de la segmentation, l'embryon blastocyste est composé de 2 formations cellulaires distinctes qui tentent à se décoller l'une de l'autre. L'une constitue le trophoblaste. C'est une couche de cellules aplaties. L'autre forme une masse grosse de cellules internes qui donnera le bouton embryonnaire de l'origine de l'embryon. C'est la masse cellulaire interne. Il y a formation du blastocèle et donc voilà, du phénomène de cavitation. Hop, pourquoi elle est partie. Voilà. Donc pour conclure, les mitoses, elles sont multiples. Il n'y a pas d'augmentation du volume lors de la segmentation. La blastula elle est caractérisée par le blastocèle, sauf exception. La transition blastuléenne, c'est l'activation du génome zygotique. Il y a 2 phases, pré-MBT, post-MBT. Et les types de segmentation sont variables en fonction du VTLUS et de facteurs cytoplasmiques. Ah oui, ça j'ai oublié d'en parler, les facteurs cytoplasmiques, ils ont un rôle sur l'orientation du fuseau mitotique, les plans de division et le timing des divisions en fait. Voilà. Et alors, concernant les anomalies, parce qu'on parle toujours d'anomalies, hein. Anomalie. Il y a des anomalies après la fécondation, genre des embryons défectueux, des chromosomes qui s'apparient mal, des mutations génétiques, voilà. Des anomalies, alors attendez, de la fécondation, des anomalies lors de la segmentation, qui peuvent conduire à la formation de jumeaux. Alors attendez, ça faut juste que je recherche un truc que je m'étais dit. Anomalie, segmentation. Jumeaux. Hop hop hop. J'ai un peu soif le temps que ça charge. Alors, certaines anomalies de la segmentation peuvent conduire à la formation de jumeaux. Elle résulte du développement anormal médiable lors de la segmentation précoce de l'embryon à partir d'un unique zygote. Cas typique, scission de l'embryon au stade de 2 cellules, morula ou blastocyste. Donc au moment où c'est une morula, ça peut se scinder genre. Ça donne 2 masses qui se développent séparément et donc on parle de jumeaux. Ou alors il peut y avoir une séparation incomplète, ce qui donne des siamois. Voilà, un peu bizarre. Les jumeaux, ils donnent 2 ovocytes fécondés différents, donc pas une anomalie. Ah ouais, c'est possible qu'il y ait des faux jumeaux quand 2 embryons
génétiquement différents, développement totalement indépendant. Ok, quand ils dépendent pas les uns des autres. Ok, bon, ok, j'ai capté. Ou alors anomalie de la migration. Non, c'est pas vrai. Ah, gribouiller, ça marche pas ici. L'embryon de stade blastocyste peut s'arrêter en point quelconque de son trajet. Ok, ça peut alors dégénérer ou s'implanter, et ça donne des grossesses extra-utérines. Horrible, je sais pas ce que ça fait. Grossesse extra... C'est pas viable. Qu'est-ce qui se passe? Alors, de grossesse extra-utérine, ok. Situation pathologique où l'embryon ne s'implante pas dans l'utérus comme il devrait, mais ailleurs, le plus souvent dans la trompe de Fallope. Fécondation normale dans l'oviducte, généralement dans l'ampoule, mais l'embryon ne migre pas jusqu'à l'utérus. Ah ok, en gros, c'est à ce moment-là, il n'arrive pas à passer par là. Et il s'implante genre par ici, genre tchouk 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 tchouk. Et il n'arrive pas à se mettre, parce que ça va se mettre ici. Hein. Ça ne marche pas. Il y a une petite erreur. Pas de développement normal du placenta, l'environnement n'est pas adapté, pas de cavité utérine, donc pas de nutriments ni de protection suffisante. Ça fait des fausses couches alors, non? L'embryon peut se développer quelques jours, parfois semaines, mais il ne pourra jamais atteindre le fœtus viable. Hémorragie interne, urgence médicale grave, waouh! Signes cliniques, retard de règles, douleur abdominale unilatérale, saignements vaginaux anormaux, test de grossesse positif, waouh! Médicamenteuse. Donc ça fait une fausse couche, ça c'est vraiment une question que je me demande là. Ah ouais c'est ça, c'est forcément une fausse couche. Ah ouais, les fausses couches classiques, c'est que ça se met vraiment dans l'utérus, mais ça s'arrête de se développer. Mais ça peut aussi être une grossesse extra-utérine, ok, et donc là c'est une fausse couche. Forcément. Ok, trop intéressant. Ben voilà pour la segmentation. Maintenant on va passer à la gastrulation. On va avoir la gastrulation que chez les oursins. Je vous arrête de suite. Je vais faire ça plus comme ça. J'aurai jamais la place. Alors, la gastrulation, c'est du... Ok, c'est passé du stade... Oula, on s'emballe. Blastula à gastrula. Blastula, c'est comme ça, c'est... Ectoderme. Endoderme. Ah. Tchouk. Oh, trop moche. Non, je suis obligée de le refaire. Gastrula. Où on a 3 feuillets. Donc, ecto... Purée, pourquoi ça bug? Ectoderme. Mésoderme. Mésopotamie, mésoderme. Endoderme. Donc il y a d'importants mouvements cellulaires, morphogénétiques, donc le réarrangement des blastomères, mise en place de feuilles embryonnaires, etc. Lors de la gastrulation, on entoure l'embryon de cellules par l'ectoderme.
On fait rentrer à l'intérieur l'endoderme et on place le mésoderme entre eux, l'ecto et l'endoderme. Et il y a la mise en place d'une nouvelle cavité qui pourra former la lumière du tube digestif. Et oui. Mais avant ça, petit rappel sur les mouvements cellulaires. Ça se prend une couleur sympa, non? Hop. Waouh, waouh, waouh. Pourquoi ça marche pas là? Si. Mouvement. Ça bug un peu là cette histoire. Je pense que mon iPad commence à être un peu fatigué. Oh. Je vais charger vite fait là. Presque fini mon cours là. Alors, on a l'épibolie. Ah non mais là ça va être galère là en fait. Épibolie. Par extension. Donc on a une extension par... Ah, ça remarche. Changement de forme. Dans ce cas-là, les cellules vont faire un truc comme ça. Hop, on va avoir genre nos 4 cellules. Petit noyau trop mimi. Ils vont juste genre s'allonger. Épibolie par changement de forme. Ou alors, par extension et par intercalation. Dans ce cas-là, on aura des cellules les unes sur les autres. Attends, faut que je mette des couleurs pour le coup. Hop. Des cellules comme ça. Tac, tac, tac. Au-dessus, il y a d'autres cellules. Et hop. Ça va faire des jolis petits trucs comme ça. Des dents de requin. Je parle pas du personnage de foot de rue. Hop, on a des petits triangles. Oui, on va dire genre comme ça. Intercalation. Et du coup, in fine, comme disent les gens, on aura genre un truc comme ça. Voilà, vous avez compris, hein. Pas... Touk, 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 touk. Voilà. Intercalation. Donc ça, c'est le cas des amphibiens et de leur ectoderme. Ectoderme, purée, je peux parler. J'ai pris quelle couleur déjà? C'est trop pas pratique pour retrouver la couleur. Voilà, hop. Je la quitte plus jamais cette couleur, je vous le dis. Donc ça c'est l'épibolie. On a aussi la convergence. Donc ça, hop, on a... ouais, je vais faire plus comme ça, genre. On a plein de cellules. Et ben, elles vont converger, hein. Tac, tac, un peu, c'est un peu compliqué à dessiner, mais genre, tchac, tchac, tchac. Et au final, bah, elles vont être un peu toutes mélangées, mais... Tchac, tchac, tchac. En vrai, ça porte bien son nom, quoi. Ça converge, j'ai envie de dire.
Donc ça, c'est le cas... Ah ouais, j'ai oublié de l'écrire. Eh bien. Des amphibiens. Oh, petit bug. Petit bug, j'espère que ça m'a pas tout enlevé. Yeah. Ça va le faire. Voilà, super. Donc je disais, tchic. C'est le cas. Je vais devoir retrouver ma couleur par contre. Ah. Des amphibiens. Donc on avait dit, hop, petite grenouille. Tchouk. Trop moche. Allez, ma grenouille est magnifique. Personne la critique, elle est trop belle. Complètement trisomique. Et de leur ectoderme. Alors que la convergence, c'est le cas des amphibiens. Bah oui, du coup, la même. Mais cette fois-ci, de leur mésoderme. Tous les petits points, ça va me rendre dingue. Tchouk. Après, on a la délamination. La délamination, c'est un peu bizarre, mais en gros, on a genre un anneau de cellules. Je peux pas trop le dire autrement. Plein de cellules. Et en fait, on va voir chaque cellule qui va se repositionner comme ça, genre, pour créer, voilà, un truc comme ça. Ça, c'est le cas des poulets. Non, il peut pas avoir une bouche parce qu'il a déjà un bec. Oh, il est trop mignon pour le coup. Et des mammifères. Voilà. Après, on a l'invagination. Oh, j'ai vraiment écrit très petit, mais bon. Ou ça, c'est plus facile à capter. On a nos cellules comme ça. Et puis, tout avec leur petit noyau. Et ça va se replier un peu. Waouh. Je pars envoyer. Invagination, franchement. En doigt de gant, ça s'appelle. Doigt de gant. Et ça, c'est chez les oursins. Et leur endoderme. Après, on a les involutions. Ça, bah, c'est quand on a plein de cellules. Là, des cellules un peu différentes, genre. Ça lag un peu. Pourtant, je suis pas tournée call off. Hop. Et en fait, bah, ça va faire un truc un peu genre comme ça, genre. Oh yeah, involution. Et les cellules vont se retrouver là, les cellules bizarres. Voilà, grosso modo. Hein. Ça, c'est chez les amphibiens. Donc, on va refaire la petite grenouille. Ouais. On la voit de moins en moins, la grenouille, mais bref. Et leur mésoderme.
Et pour finir, on a les ingrédients que j'aime bien appeler les gouttes d'eau. Ingrédients. En gros, t'as tes cellules comme ça. Oh. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, il y en a qui vont genre goûter un peu comme des gouttes d'eau, quoi. Vraiment comme des gouttes d'eau, quoi. Tchouk, tchouk, tchouk. En gros, imaginons celle-là, bah, c'est celle-là, genre. Celle-là, c'est laquelle? Celle-là. Et ben voilà, ça goûte un peu. Donc voilà, ça c'est chez les oursins. Tac, 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 tac. Et leur mésenchyme. Mésenchyme, pourquoi c'est mésenchyme? Ah ouais, parce qu'on parle de mésenchyme, pas de mésoderme pour les oursins. Mésenchyme. Ok. La gastrulation, c'est quoi? Il y a 3 étapes essentielles à la gastrulation. 3 étapes. 1. La mise en place du mésoderme. 2. Purée, j'ai soif. La formation de l'arcanthéron, qui est le tube digestif primitif. Ça lag un peu. Et après, 3, formation du blastopore. Et qui correspond à l'orifice de l'embryon. Orifice. Embryon. Qui donnera la bouche ou l'anus. Voilà, en gros, ouais. Les ouvertures, quoi. La gastrulation chez l'oursin. On rappelle qu'au stade blastula. Je vais faire un petit rappel en vert, tiens. J'ai dit rappel en vert. Voilà. Au stade blastula, on a 5 territoires entre guillemets. On a les cellules animales 1, cellules animales 2, les cellules végétatives 1, végétatives 2 et les micromères. Sachant que dans ça, on a le ecto, le fameux ecto, endo et méso. Voilà, pour rappel.
Et donc, chez l'oursin, le stade gastrula, ça c'était pour le rappel, hop. Il ressemble à ça. On a la bouche et l'anus. Et entre les deux, on a l'ectoderme, vous entendez la pseudo-BO de Interstellar là ? Ectoderme. Ici aussi ectoderme. Après, on a le mésenchyme, juste genre comme ça. Un peu éparpillé, on va pas se mentir, c'est un peu anarchique. Et l'endoderme qui est juste ici, tube digestif. Voilà, c'est bien fait quand même. Ouais, et du coup, chez l'oursin, on parle de mésenchyme. Pas de mésoderme. Voilà. Entre la blastula et la fin de segmentation... Pardon, entre la blastula de la fin de segmentation et la gastrula, l'embryon va éclore. Il va se former le blastopore. Il va y avoir des mouvements cellulaires, donc les ingressions, les invaginations, convergence, extension, etc., qui vont conduire, entre autres, à la mise en place du tube digestif. Et le mésenchyme donnera le squelette. C'est assez intéressant, franchement. Au cours de la gastrulation, se met en place le troisième feuillet embryonnaire, le mésoderme, ou mésenchyme chez l'oursin. La blastula était constituée seulement avant de l'ectoderme et de l'endoderme. Logique. Comment ça se passe ? Un aplatissement du pôle végétatif. Le pôle végétatif, c'est celui du bas. Hein. Hop, ça s'aplatit comme ça un peu là. Poc, poc, poc. Et formation de la plaque végétative. Voilà. Après, on a des ingressions du mésenchyme primaire. Hop. Au milieu de la plaque végétative se trouvent des petites cellules, donc les micromères. Hop, ici. Ouais. Qui se dissocient les unes des autres et qui migrent vers le blastocèle. Durant l'ingression, les cellules de la plaque, qui sont épithéliales, subissent une transition épithélio-mésenchymateuse, EMT, pour devenir des cellules du mésenchyme primaire. Leur forme change pour pouvoir pénétrer et migrer dans le blastocèle. Le mésenchyme primaire formera les spicules. Trois, migration du mésenchyme primaire. Migration ventrolatérale du mésenchyme primaire grâce aux interactions des cellules avec la matrice extracellulaire qui tapisse le blastocèle.
Des migrations grâce aux philopodes, trop intéressant. Et dernière étape, qui est la plus complexe. Invagination. Ah purée, c'est trop énervant que ça lag. De l'Arcanthéon. L'Arcanthéon, il s'invagine. Au premier stade, invagination en doigt de gant. Formation du tube digestif primaire au Arcanthéon. Blastopore. Premier stade. Invagination en doigt de gant. Invagination. CA2 à l'heure. Il forme Arcanthéon. L'Arcanthéon s'allonge. Ah, ça bug encore. Hein. Et troisième stade, des philopodes, dont on a déjà parlé. Phylopode émis par mésenchyme 2. C'est quoi la différence entre le mésenchyme primaire et le mésenchyme secondaire? Ah oui, c'est que chez l'oursin, quoi. Mésenchyme primaire. Ouais. Quant au mésoderme, il est représenté par les cellules de mésenchyme primaire et secondaire situées dans les espaces. Ok. Ok. Et ça va créer la bouche. Pourquoi je sais pas dessiner les bouches? Une belle bouche. Magnifique. J'ai rarement vu aussi moche. Et donc à la fin de la gastrulation, on a nos 3 feuillets. Donc le feuillet externe, l'ectoderme, issu des cellules animal 1 et animal 2 et végétal 1. Est-ce que je l'avais bien représenté? Non, pas trop. Voilà. On a le feuillet interne, donc l'endoderme issu des cellules végétatives 2 et végétatives 1, ok les deux.
et le mésoderme qui correspond au mésenchyme primaire et au mésenchyme secondaire. Donc les micromères pour le primaire et les micromères et les cellules végétatives 2 pour le mésenchyme. Voilà. Et ben on est pas mal je pense là. On a franchement quelque chose de sympatoche je trouve. Voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Si c'est moi qui regarde cette vidéo, bah bon courage pour tes révisions. J'ai mouillé mes fiches. Oh my god, oh my fucking god. Je ris jaune. Je ne suis pas raciste. Voilà, bah je vais vous laisser. Voilà. Et voilà, si c'est moi qui regarde cette vidéo plus tard, bon courage pour les révisions. Et si c'est pas moi qui regarde cette vidéo plus tard, bon courage pour les révisions. Et voilà, allez, des bisous.